Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'hebdo et merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, mes chers éditorialistes. Il y a une très bonne ambiance sur ce plateau avant l'émission. J'espère que ça sera encore le cas après. Je vous présente les gens. Alors tout d'abord, la magnifique, la merveilleuse Anastasie Tudièche qui nous vient d'Africa numéro 1. Bonjour, bonjour. Vos analyses sont toujours pertinentes et on est très content de vous trouver parmi nous. Voilà. De l'autre côté de la table, il y a un jeune homme sémillant. Il y a déjà Dominique Bolton qui m'interrompt. J'ai à peine commencé. Il y a un sémillant jeune homme dont on sait bien qu'il est le gendre idéal pour toutes les téléspectatrices, mais malheureusement, mesdames, je vous préviens, il est fiancé. C'est Nadir Djenad qui commence à avoir un peu de mal. Ça n'a jamais rien empêché. Voilà. Pour Beurre FM, Nadir Djenad. Je ne ferai aucun commentaire sur Dominique Bolton, directeur de recherche au CNRS, pour une bonne raison. Le réalisateur baisse la lumière quand il arrive sur le plateau, parce que son intelligence rayonne. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Éric Zemmour. Éric Zemmour du Figaro, bonjour. Petit de taille, mais à la plume acérée. Très acérée. Au sommaire de cette édition, non tiens, j'en oublie, ils me font tellement rire aujourd'hui. J'en oublie de vous dire que vous pouvez nous écrire. C'est hebdo@franco@rfo.fr. Voilà, je crois que ça s'affiche. hebdo@franco@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, nous allons évoquer l'avenir des États généraux de l'Outre-mer qui commencent dans quelques jours en principe. Et puis nous parlerons de cette idée, est-ce que l'aide aux sans-papiers est un délit? La question s'est posée cette semaine au travers des manifestations et des débats dans le pays. Nous parlerons également du discours de Madame Royal qui s'est excusée en lieu et place de Nicolas Sarkozy à Dakar. Et enfin, nous terminerons par l'élection sans surprise pour un troisième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie. On commence tout de suite par les États généraux de l'Outre-mer. Alors ça doit commencer, si mes souvenirs sont bons, le 15 avril, mais pour l'instant, la fête est ternie par quelques invitations qui n'ont pas été honorées. Ça a commencé par Elie Domota, le leader du LKP, qui a dit qu'il ne viendrait pas. Ça a continué par une série d'organisations qui participaient au LKP, notamment les principaux syndicats guadeloupéens. Et puis ça a gagné par contagion l'île voisine, puisque le collectif du 5 février, le collectif martiniquais, a lui aussi décidé de ne pas participer aux États généraux d'outre-mer. Bon, bientôt il y aura plus d'absents que de présents. Nadir Djenad, vous attribuez à quoi cette cascade de refus? Alors, Elie Domota l'a déclaré à de nombreuses reprises. Il estime que ces États généraux ne vont pas répondre aux attentes des Guadeloupéens. Il pense que, par exemple, que la population guadeloupéenne ne participera pas à ces États généraux. Il a déclaré récemment, il estime que c'est pas sérieux d'organiser des États généraux avec des gens, des technocrates qui viennent de Paris et qui vont discuter de l'avenir de la Guadeloupe sans les Guadeloupéens. Mais on peut se poser la question, est-ce que ces États généraux vont mettre un terme au privilège d'une petite minorité de la population qui détient une grande partie, voire la totalité des richesses? Est-ce que ces États généraux vont mettre fin aux inégalités criantes qui existent? Ce n'est pas sûr et c'est ce qui inquiète Elie Domota. Bon, cette décision n'est pas une surprise, mais je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement parce que qu'il le veuille ou non, le LKP est une force incontestable, incontournable. Il a réussi quelque chose d'historique en fédérant associations, syndicats et partis. Donc des États généraux sans le LKP, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ajouterais que cette décision intervient alors que la situation sociale semble de nouveau être tendue. Le gouvernement a annoncé, enfin s'apprête à annoncer une limitation de l'extension de l'accord sur les 200 €. Et Elie Domota a tout de suite réagi en disant qu'il y aurait de nouvelles grèves. Il y a déjà des grèves, il y a déjà un mécontentement, il y a déjà divers mouvements sociaux. Donc la crise, on le voit, est loin d'être réglée. Alors Anastasie, justement, il en parlait, Nadir, cet accord Binot remis en cause, puisqu'il semblerait que le gouvernement dit au bout de 3 ans, les 200 € d'augmentation que l'État aide, il aide les employeurs à pouvoir donner cette somme. Là, l'État n'aiderait plus et les employeurs seraient plus obligés de verser ces 200 €. Vous pensez que c'est de nature à remettre le feu aux poudres, ça? Vraisemblablement, mais vraisemblablement. Et en énonçant les choses comme il le fait, l'État vient donner raison à la méfiance des membres du LKP et d'Elie Domota. Et Elie Domota. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que je vois, moi, dans le retrait du LKP et d'Elie Domota,
de son côté aussi, les choses pourraient être compliquées à gérer parce que Elie Domota est le porte-parole du LKP, mais il est également le secrétaire général de l'UGTG, qui est l'un des syndicats les plus importants et qui est un syndicat indépendantiste. Or là, en participant aux États généraux, on passe d'un combat social à un combat politique. Or, politiquement, la place de l'UGTG est très claire. C'est un syndicat indépendantiste. Il aurait pu être écartelé entre son appartenance syndicale et le rôle qu'il a joué en tant que leader du LKP. Créer un gap avec l'opinion publique guadeloupéenne qui s'est engouffrée derrière l'UGTG et derrière le LKP pour des raisons bien précises, la vie chère. Alors, Dominique Volton, ensuite Éric Zemmour. On parle beaucoup de Domota, mais je le rappelle parce que c'est un peu nouveau, mais le collectif du 5 février martiniquais a décidé, lui aussi, de ne pas participer aux États généraux. Dominique Volton. Alors, deux choses. La première, c'est que la politique de la chaise vide, c'est jamais excellent dans une point zéro, ces États généraux s'organisent très vite. Et c'est vrai qu'on peut trouver que c'est un délai très court. Mais il y a deux positions. Il y a celle qui consiste à dire on n'a pas le temps de se préparer. Il y a celle qui consiste à dire écoutez, quand même, il y a eu un événement grave. On fait un point politique. Et moi, je trouve que finalement, ce délai très court se justifie parfaitement. D'autant qu'il ne faut pas exagérer. Dans l'ensemble des collectivités, les dossiers sont connus. Les conflits ont permis de les connaître. Donc, par conséquent, il y a un temps de 6 mois de consultation. Donc, il y a quelque part quelque chose, un moment de démagogique, de dire à la population, d'une espèce de référence à un basisme un peu démagogique. Il ne faut pas exagérer. Ouais. Les dossiers, on les connaît. Ils ont en plus été accélérés par la grève. Donc, je trouve que les faire dans un délai court, c'est une prouesse. C'est pas évident, mais c'est plutôt mieux. Deuxièmement, la politique de la chaise, je pense que c'est jamais une bonne politique. Tertio, on sait très bien que dans ces conflits sociaux, il y a toujours une ambiguïté entre conflits sociaux et dimension politique. Et bien là, les choses vont se clarifier. On va avoir, à ce qui existe partout outre-mer, un certain nombre d'individus qui sont pour l'indépendance au-delà des conflits sociaux et d'autres qui veulent régler des conflits sociaux. Reste la question des inégalités économiques et sociales au milieu. Là, il faut éviter de partir dans une espèce de lutte de classe où il y aurait une espèce de critique qui consisterait systématiquement à mettre en cause la métropole, les Blancs, contre les bons antillais, martiniquais, réunionnais. Là, ce serait la pire des choses. Autrement dit, même si les rapports sociaux sont inégaux dans les Outre-mer, c'est quand même la République qui fonctionne. Donc c'est dans ce cadre républicain qu'il faut que les conflits, les inégalités se jouent et qu'on n'arrive pas à une espèce de racisme qui consisterait à dire les Blancs contre les autres. Parce que là, si on fait du racisme, on fait du racisme à l'envers dans les deux sens. Donc j'ai envie de dire, il y a une maturité politique, il y a des élus, il y a une République qui marche, il y a des élections, il y a des syndicats, il y a des grèves comme partout ailleurs. On doit rester dans ce cadre-là et ne pas s'imaginer que c'est le grand soir qui démarre demain. Si je comprends bien, Dominique Volton, vous auriez souhaité que Elie Domota participe aux États généraux. Bien sûr. Vous pensez que c'est une erreur de sa part? C'est une erreur stratégique parce qu'il peut tout à fait être indépendantiste sur le plan politique et être cependant à la tête d'une fédération qui risque d'éclater comme toutes les fédérations, par définition. Donc si vous voulez, moi je pense que c'est normal qu'outre-mer, certains soient indépendantistes, mais de grâce, ne pas confondre cette partie de la population, la plupart du temps minoritaire, avec le fait que les autres veulent d'abord du respect, de la dignité, de la réduction des inégalités, et ça rentre parfaitement dans le cadre d'une république qui ne joue pas complètement son rôle, qui devrait le jouer et qui devrait surtout s'enrichir, c'est mon obsession ici, de la dimension multiculturelle. On va revenir à ce que vous dites. Moi, je voudrais poser une question à Éric Zemmour. Selon Yves Gégaud, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, le LKP a pris le mauvais chemin. Pour autant, est-ce que cette absence, que Dominique Volton vient de juger de mauvais augure, est-ce que ça ne rend pas plus compliqué la tenue de ces États généréraux? Est-ce que ces États généraux peuvent avoir un sens aujourd'hui? Ils sont partout en dehors de ce qu'on pense de il n'y a pas qu'ils sont. Attendez, c'est le problème de l'effet de zoom des Antilles. Je sais, mais les Outre-mer, ça ne s'arrête pas aux Antilles. Il y a la Réunion, il y a l'océan Pacifique. C'est quand même. Il n'y a pas que la Guadeloupe et la Martinique quand même. Mais en l'occurrence, c'est quand même en Guadeloupe que c'est situé le point. Mais il y a eu des conflits bien plus graves en Nouvelle-Calédonie et bien plus graves en Polynésie il y a 5-6 ans. 5-6 ans. Oui, on est d'accord. Les États généraux, ils concernent l'ensemble des Outre-mer. Est-ce que vous voulez bien laisser Éric Zemmour, qui est d'une correction avec vous? Il m'étonne, je ne sais pas ce qu'il vous réserve. Peut-être qu'il deviendrait modeste. J'écoute avec respect. Allez. En tout cas, vous, j'attendrai que vous deveniez poli. Allez. Alors, donc tâche gouvernementale plus compliquée. Moi, je reste toujours dubitatif sur ces États généraux depuis le début. Bon, peut-être que ça peut avoir une utilité. J'avais l'impression que c'était surtout une espèce de rideau de fumée pour essayer de finir un conflit comme on pouvait. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il va en sortir quelque chose, je n'en sais rien. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait un dessin de Plantu il y a 15 jours, je crois, dans l'Express, qui était assez drôle. Après le référendum à 95%, je crois, pour l'entrée de Mayotte dans la République, et le dessin était coupé en deux avec une grande banderole en haut, Guadeloupe, Domota,
France, République raciste, et en dessous tous les Mayotte, tous les habitants de Mayotte qui disaient on veut devenir français, on veut rentrer dans la République. Je crois que il y a un effet de décalage et que le discours de Domota aujourd'hui a plus de mal à passer. Bon, ça reviendra puisque ce discours revient périodiquement, mais en tout cas c'est plus tactiquement il a plus de mal. Et deuxièmement, je prendrais tout à fait la ligne d'Anastasie. Je pense qu'effectivement, on arrive à ces contradictions politiques, c'est-à-dire que il prend la tête d'un mouvement sur des revendications sociales. Lui, il reste un indépendantiste. Et d'ailleurs, Gégaud disait autre chose après le mouvement qui n'était pas inintéressant, qui était qu'en fait, c'est la population qui instrumentalise Domota. Moi, j'avais tendance à croire le contraire. Ouais. Et Gégaud disait, en fait, c'est la population qui l'utilise pour obtenir le plus possible, mais elle ne veut absolument pas de l'indépendance dont lui rêve. Je pense que là, c'est un peu peut-être, c'est peut-être lui le cocu. Une contradiction, en fait, où d'un côté, si vous voulez, il y a, donc si je comprends bien votre raisonnement, un mouvement social intégrationniste pour être vraiment le plus possible dans la République française à égalité avec pour tout le avoir monde. plus d'avantages. Voilà. Faut pas non, de réduction des inégalités. De réduction des inégalités. C'est pas des avantages. C'est fini. Et de l'autre côté, à la tête de ce mouvement, des gens qui, par contre, auraient souhaitent ou souhaiteraient s'éloigner des militants du modèle français. C'est des militants. On voit les papiers qu'il y a dans la presse régulièrement. Donc, une contradiction. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est, on sait très bien que cette crise dans les départements et territoires d'outre-mer est le fruit de plusieurs. En fait, c'est la synthèse de plusieurs frustrations, on va dire, frustration matérielle de pouvoir d'achat, frustration affective de considération et frustration identitaire. Mais ces états généraux sont vraiment l'occasion de participer à un débat. On sait très bien qu'une société n'avance sans débat. Mais la question que l'on se pose, c'est de voir quels sont les moyens en fait utilisés pour permettre l'expression des Guadeloupéens dans leur diversité. On a promis aux habitants des départements d'outre-mer des états généraux. Donc moi je pense que ce serait une erreur que ces états généraux soient uniquement, comme le disait Domota, une réunion de technocrates venus de Paris et que la population soit écartée. Je pense que les élites politiques, économiques doivent être à l'écoute de la population. Et sur ce point, moi je partage en fait l'inquiétude de Domota et d'autres. Alors, Dominique Bolton. Il y a un risque quand on fait des états généraux. Il y a toujours un risque que finalement ça déborde. Donc je pense que c'est plutôt courageux de la part du pouvoir politique, quel qu'il soit, de mettre cette phase de consultation. Et ce que je voulais dire à propos d'Éric Zemmour, je suis toujours en désaccord, mais violent, avec les journalistes et commentateurs qui, face à un pouvoir politique quel qu'il soit, dit je fais cela, sont constamment dans l'interprétation évidemment critique et négative, en disant là, si on fait ça, c'est pour ça. Au nom de quoi peut-on s'autoriser à dire qu'on a fait les états généraux pour éteindre un conflit social? C'est prendre le politique pour nul, social. C'est prendre les ultramarins pour des idiots, et puis c'est alimenter cette espèce de paranoïa classique, consiste à croire que le pouvoir politique est toujours tordu, menteur. Voilà, j'aime pas cette procédure. Vous pensez pas. Non, il faut prendre. Écoutez, je m'excuse, en démocratie ouverte. Mais c'est un vrai débat. Mais c'est un vrai débat. Il y a les acteurs politiques qui essaient de faire des choses, quels qu'ils soient. Et vous avez une caméria de commentateurs autour, de journalistes, de gens qui se prennent toujours à tout savoir, qui savent de rien, qui vivent ensemble dans une espèce Vous préférez les endroits où il n'y a pas de journalistes? Oh, arrêtez. Non, mais je vous pose la question. Quelle intelligence, quand même. Je dis ce qui n'est pas tolérable dans nos sociétés, c'est que vous avez des acteurs politiques, quels qu'ils soient, qui essaient de faire quelque chose, des journalistes qui ont pour fonction d'informer, de critiquer et d'enquêter, et qui passent leur temps à interpréter, à rendre négatif, à tirer une paranoïa moyenne, je trouve que c'est mauvais. C'est mauvais. Les actes sont suffisamment là, le pouvoir politique dit de faire ça, il réussira, il ratera, on verra, on jugera sur acte. Mais on ne gagne rien. En faisant, j'ai vu interpréter avant. Voilà, et ça veut dire que cette cour juridico-politique, médiatico-politique autour des politiques dans tous les pays du monde fait un tort énorme à la démocratie. Parce que ces journalistes n'ont pas de... ces journalistes et autres commentateurs, il n'y a pas de journalistes, j'ai quelques collègues à moi qui font le même job, qui font ça. Ça fait une espèce d'atmosphère complètement de critique permanente, si vous voulez, de suspicion, voilà. On prête toujours des traces. Et moi, j'ai envie de dire à tous ces journalistes qui font ça, si moi je vous appliquais la même stratégie de soupçon que vous n'arrêtez pas d'appliquer aux politiques, eh ben on verrait ce que vous feriez. Autrement dit, c'est 2 poids 2 mesures et c'est pas dans l'autre sens. Donc que les journalistes critiquent, c'est fondamental. Qu'ils mettent du doute, c'est fondamental, mais pas systématiquement. Je reviens sur le fond de l'affaire. On verra bien ce qui se passe. C'est un risque pour le pouvoir politique. Je pense que c'est bien de le faire dans un cours. C'est pas très honnête de dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Et ça mettra tout le monde devant ses responsabilités. Il y a 3 dimensions, politique, économique et culturelle. Alors, 30 secondes,
d'abord, répondre à ensuite, Volton, 30 secondes pour dire Oui. que ça lui plaise ou non, les considérations tactiques existent. Voilà. Bon, Alors, moi, Anastasie je voudrais Tuguesh. rejoindre ce que disait Nadir quand il parlait de l'inquiétude de Domota qu'il comprenait. Et effectivement, je pense que le choix étatique de placer les États généraux après l'examen du projet de loi sur le développement économique des DOM, des territoires d'outre-mer, Comme si certaines choses étaient décidées avant complètement, que les États généraux eux-mêmes se tiennent. rend presque caduque Ouais. finalement les Non, discussions. Ça peut en et tout les- cas sur le plan des gens se dire mais attendez, vous avez déjà Ah, voté pas une bon. loi de finances, vous avez Absolument. déjà donc les décisions sont en partie déjà prises. On peut faire une hypothèse inverse sur le même fait. On Oui. peut dire que cette loi de finances encadre déjà un certain nombre de choses et qui laisse ouverte la porte à d'autres choses. On peut dire, vous pourrez rien faire, c'est fait. Oui. On peut Là, dire, on est en train de discuter fini. du verre à moitié vide, à moitié Oui, plein. oui. Bon. Mais si vous voulez, Laissons le c'est- verre tel oui. qu'il est, on Il y a sera moi, je dans suis quelques tellement, semaines. si vous voulez, c'est Dominique tellement Volton. important l'espace public ultramarin qui n'existe pas assez, qui ne discute pas assez entre les territoires. Les territoires discutent jamais entre eux. Ils sont toujours dans la contention avec Paris. Que toute procédure qui permet de faire un espace public ultramarin contradictoire, c'est pas mauvais. Voilà. dans la c'est que- mesure où les ultramarins sont véritablement partie prenante. Voilà. Et pas On s'ils va sont- Mais s'arrêter attendez, là, Anastasie. je suis d'accord, mais Parce c'est que pas si des vous lancez dictatures. Dominique, si vous lancez Non, mais attendez, il y a des Dominique, syndicats, là, il y a des partis, des associations, il y a des militants. Ouais. Enfin, Dominique. ultramarins, Bon, c'est la voilà. République quand Oui, même. Oui. Observe. On va y revenir puisque ça s'ouvre le 4 avril. Et j'ajoute On va que être pas amené les à Blancs. commenter. Oui, et c'est pas seulement les blancs qui sont des mauvais sur place. Il faut quand même. D'accord, message transmis. Message transmis aux journalistes, message transmis à ceux qui sont mauvais. Voilà, ça fait parce pas que mal de messages. droits et devoirs on va réciproques. essayer de continuer. On va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu le film avec Vincent Lindon, Welcome, hein, qui même le cinéma s'est emparé du fait sur Très l'immigration. beau film. Dans la réalité, les choses semblent encore plus claires qu'elles ne sont montrées dans le film, puisque j'ai découvert, pour être tout à fait franc, j'ai découvert cette semaine que la loi de finances 2009 fixe pour l'année prochaine un objectif de 5500 arrestations pour les aidants. C'est comme ça, entre guillemets, aidants. Du coup, évidemment, il y a eu colère des associations, des manifestations dans différentes villes, et tout le monde se dit, alors, il existe vraiment un délit de solidarité. Nadir Djenad, pour vous, il existe ce délit de solidarité, pour reprendre l'expression? Alors, avant de répondre à votre question, je pense tout d'abord que la loi n'est pas très claire. Parce que là, j'ai un article de la loi, en fait, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui Vous êtes prévoit... venu avec des munitions, vous, Non, hein. enfin, qui prévoit que toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Alors, si on prend uniquement cet article, oui, si on aide une personne en situation irrégulière en France, On est passible on de est cette passible, peine. donc c'est un délit. Qu'est-ce qu'on appelle aider? Attendez, je termine. Voilà. Ça te fait peut-être pas. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une ambiguïté concernant les textes. Autre chose, l'amendement de loi de finances que vous venez d'évoquer parle fixe pour 2010 un objectif de à peu près 5000 interpellations d'aidants de sans-papiers. Qu'est-ce qu'on appelle un aidant? Un aidant, est-ce que c'est un mafieux, hein, pour Oui, un passeur, quoi. Un Est-ce que passeur mafieux qui prend de l'argent. c'est un citoyen qui Est-ce que c'est la aide, petite dame qui décide, voilà, va laver la les petite affaires dame, du gars qui sait pas exactement. où dormir, Est-ce que c'est un bénévole d'une association? Ouais, Là aussi, je trouve que peut-être la pourquoi est-ce formulation qu'on n'a n'est pas pas... employé le mot passeur Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Je trouve que la formulation n'est pas très claire, même si Éric Besson a dit que les textes concernaient uniquement les réseaux de passeurs et ceux qui profitent de l'immigration clandestine. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on confond geste de solidarité avec la vénalité des réseaux de passeurs. On peut comprendre l'inquiétude des associations parce que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? On a vu, par exemple, que des salariés des membres de l'association France Terre d'Asile se sont retrouvés derrière les barreaux. Le 17 février dernier, il y avait le responsable de la communauté Emmaüs de Marseille qui a été placé en garde à vue après qu'un hébergé en situation irrégulière eût été contrôlé par la police la veille. Un bénévole des Restos du Cœur aussi a été placé en garde à vue pour les mêmes raisons. Donc voilà, il y a vraiment une ambiguïté. Il y a Et une peut-être ambiance, pour la il y a police, un texte on a le fait. sentiment Voilà. que pour la police, les aidants sont à la fois les mafieux, filières, les gens qui prennent de mafieuses, l'argent, d'ailleurs, et puis les citoyens français. et puis les citoyens. Et je pense aussi qu'on n'a pas entendu récemment le démantèlement de filières d'immigration clandestine. Alors, voilà. Et donc, Donc, je j'ajouterais- résume. Nadir, voilà. si je comprends bien, vous dites que La loi est ambiguïté du ambiguë. texte, dans un contexte Dans un contexte. difficile déjà,
et que l'interprétation peut-être de la police Effectivement. est Et dernière source d'ambiguïté. Dernière Voilà. chose, je termine. Ouais. Le gouvernement est légitime de lutter, bien sûr, c'est légitime de lutter contre l'immigration clandestine, mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir, de voir la détresse, de fermer les yeux sur la détresse de personnes en situation irrégulière. Je veux dire, vous avez évoqué le film Welcome. C'est vrai qu'on ne peut pas enlever aux gens cette part d'humanité, donc qui existe en chacun de nous. Ouais. Voilà. Et quand même, faudrait-il de la désobéissance civile, comme on dit. Dominique Volton. Ben, il y a un paradoxe, si tu veux, parce qu'on est quand même dans le week-end de Pâques. Hein. Et donc le week-end de Pâques, c'est quand même l'histoire, quand même, pour les chrétiens, au-delà de l'amour, de l'aide. Et donc par conséquent, il y a un certain nombre de membres de notre cher gouvernement qui affichent leurs identités chrétiennes. Et là, prendre comme loi que la solidarité élémentaire, que naturellement, je ne parle pas des passeurs, ça va de soi, la distinction à faire, elle est claire. Mais par définition, face à un certain nombre incroyable de scandales qu'il y a notamment en France, c'est humain, indispensable, inévitable, et même salutaire, que des hommes et des femmes courageux, quelles que soient leurs origines, laïques, chrétiennes, athées, tout ce qu'on veut, et des gens dont je ne comprends même pas qu'on fasse cet amalgame. Et si vous voulez, alors je reviens à la fin de les politiques s'étendront un jour qui ne sont pas crédibles, vous comprenez, en n'étant pas capables eux-mêmes de faire la distinction entre ce qu'il faut faire de la répression, passeurs, voilà, et aidants, ce disons, que de pour n'importe employer quel des mots, devoir quoi. de solidarité. Attendez, quand c'est des réfugiés politiques, on aurait le droit de les aider. Quand ce sont des hommes et des femmes que l'on met dans des situations invraisemblables, qui sont arrivés chez nous dans des situations invraisemblables, et que la totalité de l'Europe riche se comporte en bunker. C'est fou, il suffit de voyager pour se rendre compte comment l'Europe est riche. Ouais. C'est incroyable qu'on ait même l'outrecuidance de vouloir poursuivre des militants comprends bien. humanitaires, chrétiens, etc. Donc, si vous voulez, c'est la grandeur de la France qui est des gens qui aident des clandestins. C'est la Alors, grandeur de ce pays et de tous les autres pays. Donc, si vous voulez, là, il faut de l'indignation. Et de le dire, un week-end de Pâques, c'est pas mal parce que théoriquement, Pâques, c'est l'amour. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? bon, on va donner la parole à Éric Zemmour, enfin à Anastasie. Éric Zemmour, je suppose que quand Éric Besson dit que ce délit de solidarité n'existe pas, c'est un mythe, et prend pour exemple que concrètement, sur le plan de la justice, depuis de nombreuses années, aucun aidant n'a été condamné, ça vous semble assez convaincant? C'est un fait. Ah non, c'est un fait contradictoire. ce qu'il vient. S'il vous plaît. C'est un fait. Comment vous dire? C'est toujours dans ce débat, ça finit par m'amuser en fait, parce que on dit toujours la même chose, c'est-à-dire que d'une part on dit, comme Nadir, il est légitime de lutter contre l'immigration clandestine, ou alors comme Dominique, la distinction entre passeurs et aidants est évidente. Sous-entendu, il faut condamner les passeurs et être gentil avec les aidants. Et soutenir les aidants. Absolument. Et si c'était beaucoup plus compliqué que ça? Parce que ici, il est légitime de lutter contre l'immigration clandestine. C'est pas dans les mots. Quand on passe au fait, forcément, il y a du dégât. Forcément, il y a des gens arrêtés. Forcément, il y a des gens qu'on renvoie. Forcément, c'est pas très sympathique. C'est pas que c'est pas humain, c'est pas sympathique. Mais il faut savoir si des frontières existent, si un État a la légitimité d'accepter les étrangers qu'il veut ou pas, premièrement. Deuxièmement, la distinction est-elle si claire entre passeurs et aidants? Moi, je pense que non. Je pense que les passeurs utilisent l'ingénuité et la générosité de beaucoup d'aidants. Et que deuxièmement, je pense que beaucoup d'associations ont à leur tête des gens qui, pour des raisons politiques, idéologiques, veulent empêcher, et ça fait depuis 30 ans que ça dure, veulent empêcher la France de contrôler ses frontières et de refuser les étrangers dont elle ne veut pas. Et je dirais, bah oui, mais pas du tout. Et je dirais que c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on a on joue sur l'émotion. Pour ça, le cinéma est un moyen de propagande exceptionnel. La réflexion, c'est ça. Exactement. Le cinéma est un moyen de propagande exceptionnel, servi par des gens qui d'ailleurs sont toujours dans ce genre d'idéologie d'extrême gauche et anti-frontiériste. Enfin, et on l'a vu avec Costa Gavras récemment, il y a eu un film, très beau film d'ailleurs aussi, qui s'appelle Éden à l'Ouest, qui fait l'éloge de l'immigrant. Là, c'est la même chose. On fait. L'immigrant, c'est l'humanité, l'immigrant. Toute l'humanité de la société. nomade. Dominique, je vais jouer mon rôle. Dominique Volton, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de le laisser terminer? Il arrive à la conclusion. Il arrive à la J'ai conclusion. jamais dit le contraire. Et vous n'avez pas d'émotion. Alors, J'ai jamais dit on le contraire, va laisser simplement. Il faut décortiquer
conclure, Éric décortiquer. Zemmour. L'Europe n'est pas menacée par les immigrés il clandestins. faut Ni la France, décortiquer. L'Europe n'est pas menacée. J'ai pas fini. On va Je laisser pense que finir. justement, alors, si on en vient à la fin, devoir. je pense qu'on C'est utilise Anastasie. toujours les mêmes méthodes. Et on a vu tout de suite le metteur en scène de Welcome déraper en disant que ça lui rappelait les Juifs en 43 et que les gens qui aidaient, c'est lui, c'est pas moi. Et que c'est toujours la même méthode depuis SOS Racisme et la petite main jaune qui est identifiée à l'étoile jaune. Depuis toujours, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on veut absolument culpabiliser la France et la police française. Et dernière chose, et je finis là-dessus, l'immigration a une utilité, tous les gens ont une utilité économique simple. C'est-à-dire que quand la délocalisation ne suffit pas à faire baisser les salaires, je m'en fous complètement. Si Le Pen dit qu'il fait beau ou qu'il pleut, je vais pas vous dire l'inverse. Non. Voilà. Donc en fait, c'est Si, un système de pression sur les salaires. Ça empêche les bons Français de travailler. Pas du tout, j'ai jamais dit On qu'on est se arrivé laisser presque à la parler ou c'est conclusion. interdit. On va laisser Anastasie Voilà, je s'exprimer. finis ma Parce qu'il est conclusion. pas seul. Je finis ma conclusion, je vous ai laissé parler, moi. Enfin, Bon, il y en allez, a qui parlent Éric. plus ou moins longuement. Non, pas du tout. Bah, Je finis ma conclusion. Quand les délocalisations ne suffisent pas pour faire pression à la baisse sur les salaires de L'immigration permet. l'immigration on a dans les compris, on a emplois compris, on a qui ne compris. sont pas délocalisables très de faire baisser les très salaires bien. des Très Français. intelligent. Et c'est comme ça que la mondialisation fonctionne depuis 30 ans, et c'est comme ça qu'elle a explosé il y a 6 mois. ben, Il faudrait Voilà. comprendre Ah, Anastasie, moi j'aimerais bien écouter l'avis d'Anastasie. C'est pas une idée toute neuve. Hein. Allez, Alors, Ça dure depuis au moins c'est- 70 ans. Est-ce que Il y a que vous C'est-à-dire qu'on est S'il vraiment vous plaît, face à un s'il vous double, plaît. on est vraiment Est-ce qu'on face va à un laisser double passer discours. Anastasie parler. On est face à un double discours. D'un côté, on a Éric Besson qui dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que personne n'a été arrêté. Et de l'autre, les associations qui ont un discours différent. Et je le sais, je le dis avec d'autant plus d'aplomb que je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, Éric Besson est venu rencontrer les auditeurs d'Africa Numéro 1. Et c'était un peu, c'est-à-dire face aux questions et légitimes et parfois émotives que lui posaient les auditeurs. C'était la France est un pays, la France est un beau pays, la France est une terre d'accueil. Il faut montrer Mais par les exemple, spécialistes voilà. du double langage, hein, Besson. Donc, On va laisser Anastasie s'exprimer, si vous voulez. il n'empêche qu'il y a quand même une réalité. Le discours des associations repose sur le vécu des gens. Et ce vécu, nous l'avons aussi par Africa Numéro 1. On a des témoignages. Et il y a même un sociologue qui s'est intéressé à cette impunité policière, parce que c'est une réalité que les arrestations se Il y a multiplient. d'ailleurs Et les un rapport arrestations d'Amnesty International. complètement. il y a une Amnesty semaine à ce International propos. s'inquiète même de l'impunité des policiers en France. Donc, on peut pas parler uniquement de paranoïa des associations ou des immigrés. Alors, moi j'ai Nadir veut dire un mot. Puis j'ai une dernière question à poser. Oui, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que le Conseil de l'Europe a récemment épinglé la France en matière de politique d'immigration, en matière de politique d'immigration, notamment sur les reconduites, à la frontière. Cette politique a des conséquences. On l'a vu, a des conséquences. Plusieurs associations. Il n'y a pas que des associations. Il y a des syndicats de policiers aussi. C'est important les syndicats de policiers. Les syndicats de policiers l'ont dit. Ils établissent un lien de cause à effet entre les reconduites à la frontière et les contrôles aux faciès, par exemple. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable, mais ça c'est peut pas grave. Il faut quand même le dénoncer. Rarement suédois. Non, attendez. Non, mais la question- Rarement suédois. Non, Voilà. attendez, c'est un amalgame. La question- Non, mais attendez, Mais c'est pas... c'est un véritable amalgame. Vous savez que vous êtes 4 à parler en même temps et que Nadir Djenad était le seul à avoir la parole, C'est un que je vais lui amalgame. redonner pour conclure. Je disais Quel donc, amalgame. mais si c'est un amalgame. quel amalgame, Mais les syndicats de Nadir policiers le reconnaissent. Mais que les les minorités minorités bêtes de visibles, faire ce Éric boulot. Zemmour. les minorités Je comprends visibles, pas. les laisser. minorités Est-ce qu'il peut- visibles, merci. Parce que les syndicats de policiers, notamment le syndicat UNSA, mais d'autres également, ont dit que les minorités visibles étaient 2 fois plus contrôlées que les autres et que cela soulevait un écœurement. Donc les syndicats de policiers, voilà, je veux dire, c'est pas une association. Donc en fait, si j'essaie de On met en résumer, cause une association, si mais un j'essaie de syndicat résumer, il y a 2 policiers, thèses en présence qu'elles sont évidemment tout à fait contradictoires, mais il semble quand même que ce soit pas tant la loi elle-même qui est mise en question, mais ce qui est mis en question, c'est plutôt l'attitude des représentants de la loi et de l'ordre. Anastasie voulait dire un mot, et ensuite Dominique. Non, ah bah alors c'est Dominique Volton, Non, j'ai ce que dû je voulais confondre dire, les c'est deux que, doigts. Cette lutte contre l'immigration, ce fantasme de l'invasion, c'est quelque chose qui est récurrent. Et je m'excuse, aujourd'hui, les immigrants sont parfois noirs, parfois de couleur, mais si vous prenez l'histoire de l'immigration en France depuis 1900, vous avez eu des blancs, énormément, Italiens, des Polonais, Espagnols, des Belges, Portugais, Italiens. Polonais. Donc, par conséquent, il y a vous toujours, direz après, vous permettez, il y a toujours du racisme et d'exclusion. Simplement, le racisme et l'exclusion est encore plus fort quand il s'agit de gens qui ne sont pas de couleur blanche, qui ne sont pas européens, qui, de fait, ne sont pas souvent chrétiens, ils sont musulmans. Donc, le racisme se redouble. Et il y a un vrai scandale
scandale pour l'Europe, si vous voulez, et pour la France en particulier. On ne peut pas se targuer d'être la patrie des droits de l'homme, de la démocratie, etc., et de se comporter comme se comportent les États européens, dont la France, qui est probablement en bas de peloton en ce moment, mais la gauche n'a pas tellement fait mieux que la droite. Donc, c'est pas un problème de gauche-droite. Hein. C'est scandaleux sur le plan des valeurs fondamentales, des leçons que nous n'arrêtons pas de donner au reste du monde, quand nous traitons les immigrants clandestins, qui sont comme ça. Il n'y a jamais eu d'immigration, on n'a jamais arrêté l'immigration illégale, l'histoire du monde, et je vais même plus loin. La richesse des hommes dans la mondialisation depuis le début de l'humanité, vos arrière-parents, les siens, les miens, etc., c'est tous de l'immigration illégale et légale. Et la richesse des économies, des créations, ça vient des hommes, quels qu'ils soient. Et donc, par conséquent, qu'on fasse une politique évidente pour éviter que les États soient des passoires, mais que quand on applique cette loi, vous permettez, et qu'on les applique avec humanité, ça veut dire ne pas l'appliquer. En oubliant jamais que les illégaux d'hier sont souvent nos prix Nobel d'aujourd'hui. Et donc, par conséquent, le moindre respect de l'humanité, c'est de ne pas avoir cette bêtise qui consiste à se comporter de manière brutale. On s'éloigne un peu de l'actualité. Parce que moi j'ai une question à poser. Que l'on met en tôle en disant qu'ils sont de connivence avec les passeurs, ça je dois dire que ça, fallait oser le dire. Alors on va demander à Nadia. J'aimerais juste relever un paradoxe de l'action du gouvernement. Récemment, le ministre Éric Besson a remis personnellement un titre de séjour à un Afghan. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu champion de France de boxe. Quand on voit par exemple la situation des Afghans qui vivent pas très loin de la gare du Nord, je ne sais pas si vous avez rencontré de jeunes Afghans 17-18 ans, et quand vous discutez avec eux, ils vous racontent comment ils ont vu leur famille se faire massacrer par les talibans, qu'ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir jusqu'en France. On se demande pourquoi on va donner des titres de séjour à quelqu'un parce que voilà il est devenu champion de France de boxe, et les autres on les laisse dans cette situation. Donc là il y a quand même un paradoxe aussi. Anastasie, un mot. J'ai une dernière question à poser à Éric Zemmour et puis après on va arrêter sur ce débat quand même. Je voudrais ajouter aussi qu'il est évidemment normal qu'un pays lutte pour choisisse son immigration et lutte pour faire en sorte que l'équilibre de la nation soit respecté. Mais une autre chose est la façon dont les policiers traitent les personnes qu'ils arrêtent et dont ils vérifient les papiers. Il y a un sociologue qui s'est intéressé à ce problème parce qu'il y a ces fameux mots outrage et rébellion, c'est-à-dire et ce sont des vrais témoignages. Je veux dire, moi j'ai eu au téléphone quelqu'un qui m'a expliqué avoir vécu ça. C'est-à-dire que la personne est interrogée un nombre incalculable de fois jusqu'à ce qu'elle craque. Et puis le policier l'accuse d'outrage et de rébellion. L'accuse lui d'outrage et rébellion. L'attaque étant la meilleure défense, si j'ose dire. Voilà. Alors qu'on m'explique où est l'équité sur la plateau des RFO. Le nombre de garçons et de filles des Outre-mer qui sont pris et tabassés et traités comme des illégaux, mais c'est hallucinant si vous voulez. Voilà. Et alors quand ils hurlent, les pauvres garçons et filles, mais nous sommes français, nous sommes français, ils sont face à un racisme au moitié du temps. Vous savez, il y a la couleur de la peau. Dominique Volton. Je crois que tout le monde a bien compris. On va laisser la parole à Éric Zemmour. Moi j'ai une question à lui poser. L'opposition parlementaire, je crois que c'est le Parti socialiste, a déposé une loi, enfin un projet de loi à la commission des lois à ce propos, pour justement soit clarifier les choses. Elle n'a pas demandé qu'il n'y ait plus d'immigration, elle a seulement demandé de dire voilà, les aidants, c'est pas un délit. La commission des lois de l'Assemblée nationale a refusé cette proposition de loi qui n'a donc aucune chance de l'emporter à l'Assemblée nationale. Moi je me suis posé la question, mais alors peut-être un peu cynique, mais pourquoi là n'a pas accepté? Ça lui aurait permis de couper le pied à une fausse polémique, puisqu'ils nous disent que c'est pas pour les aidants, mais que c'est pour les passeurs. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Je vous ai répondu tout à l'heure. Parce que c'est la même chose. Non mais attendez, c'est à Éric Zemmour que je posais la question. Oui, je l'ai dit. Ouais. C'est pas la même chose. Moralement, ce n'est pas la même chose. Pas dû entendre. Mais dans les faits, les uns sont utilisés par les autres. C'est tout. Donc je constate, de toute façon, c'est toujours la même c'est pour une raison discussion. d'efficacité qu'on n'a pas laissé cette loi s'exprimer au Parlement. Je vais faire de la peine à Dominique Volton. Il y a aussi une raison tactique de la part du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a intérêt à montrer une fermeté sur ce plan, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que une grande partie des électeurs populaires qui ont voté Sarkozy ont voté sur l'immigration. Parce que c'est toujours, comprenez, les leçons de morale, c'est bien, mais elles sont toujours données par la bourgeoisie, et intellectuelle ou réelle. Et c'est les classes populaires
qui prennent de plein fouet les conséquences. Vous étiez le représentant du prolétariat ici. Vu votre niveau de vie, on va laisser Zemmour, on va laisser et donc, s'exprimer. je pense il a que- fini, je pense d'ailleurs. Non, je finis en disant que, en fait, le gouvernement a un problème, c'est que sous la gauche, il y avait à peu près 200 000 immigrés de plus par an, sans compter les clandestins. Aujourd'hui, on a redescendu le niveau à ce que c'était avant la gauche de 97, c'est-à-dire 100 000 par an. Mais en fait, le gouvernement Sarkozy, enfin le gouvernement Fillon-Sarkozy, ne fait pas beaucoup mieux que les gouvernements précédents. Je veux dire précédents la gauche qui avait connu un pic énorme et ce qui avait coûté cher d'ailleurs à Jospin en 2002. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Il a intérêt à montrer ses muscles. En fait, toute la polémique, tous les cris d'orfraie de la gauche, du cinéma français, de tous ces grands résistants, est en fait très utile aussi. Bon, alors, écoutez, on aura l'occasion d'y revenir parce que là, c'est pas un débat qui est clos aujourd'hui. Je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est passé à Dakar il y a quelques jours. Ségolène Royal s'y est rendue, elle a fait un discours et elle a demandé pardon aux Africains pour la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy d'il y a un an, je crois. Il dit que l'homme africain ne fait pas partie de l'histoire. Non, n'est pas assez entré. N'est pas assez entré dans l'histoire. Pardon, excusez-moi. Ça n'est pas assez entré dans l'histoire. Et c'est le drame de l'Afrique. Alors, Il faut finir la phrase. Et c'est le drame de l'Afrique. et c'est le drame de l'Afrique. Bon, cette phrase, donc, Ségolène Royal est allée demander pardon aux Africains et ça a soulevé, évidemment, ici, en France, une polémique. Pourquoi ? Parce que on a entendu des gens dire mais le président de la République s'exprime au nom de tous, Ségolène Royal n'a pas à l'étranger à critiquer le président de la République, etc., etc. Alors, moi, j'ai une première question à poser, toujours à Nadir. Nadir, j'aime bien démarrer par lui parce que lui, oui, c'est le chouchou, c'est ça. Allez, allons-y. Et en plus jaloux. Ce pauvre Bolton. Bon, il est à gauche de qui ? À gauche de... Il est à droite de Zemmour pour l'instant sur le plateau. Nadia Jenad. J'ai rien dit, il est à gauche physiquement. Bon, est-ce que Ségolène Royal est dans son rôle avec cette petite phrase ? Elle est dans son rôle d'opposante à Nicolas Sarkozy. Pour Ségolène Royal, il est clair que le combat de la présidentielle de 2007 n'est pas terminé avec Nicolas Sarkozy. On a parlé de l'outre-mer il y a quelques minutes. Souvenez-vous aussi du coup médiatique de Ségolène Royal en Guadeloupe. Elle avait fustigé la politique du gouvernement. Donc, mais c'est aussi un message adressé aux socialistes, parce que on entend beaucoup plus Ségolène Royal que Martine Aubry. D'ailleurs, la direction du Parti socialiste peine à en tout cas, cette fois-là, ils ont tout le monde a dit Ségolène Royal a raison. Pas de considération tactique de journaliste. Évitez les interruptions. Vous êtes en train de prendre modèle sur Dominique Bolton. Bah oui, justement. Bon, alors, on va laisser Nadir Jenad s'exprimer j'apprends. jusqu'au bout. Moi aussi, j'apprends. Donc, voilà, il y a une considération politique, je pense, une arrière-pensée politique de la part de Ségolène Royal. Oui, maintenant, sur le fond, d'elle, quoi, ça c'est sûr. Maintenant, sur le fond, moi, je pense qu'elle C'est légitime. C'est son droit d'avoir ce genre de... Je pense qu'elle a eu raison et que c'était bienvenu en Afrique parce qu'il faut quand même rappeler... Ça, on va en reparler après. Ne volez pas mes effets. Mais écoutez, ne me volez la pas question. tous mes effets. Vous voulez que j'intervienne le premier donc. Alors, Ramayad a une phrase, Elle doute de la sincérité de Madame Royal. Oui, c'est toujours la stratégie du soupçon. Voilà ce que dit Ramayad. Pour une fois, Toujours c'est pas une le journaliste, c'est une secrétaire d'État. Enfin. Dominique Bolton, il nous reste, je le dis à chaque fois parce que c'est vous, ne croyez pas que je vous en vais, il nous reste 15 minutes d'émission. Donc on essaie d'aller un peu plus vite pour parler de l'Algérie aussi. Alors oui, bien sûr. Alors écoutez, moi je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, parce que tout a été dit d'une certaine manière. Vous trouvez légitime aussi, comme Nadir, que Ségolène Royal est dans son rôle de s'exprimer à l'étranger sur ce que dit quand on voit la résonance, de cette phrase, bien au-delà des politiques qui sont pas forcément bien placées, bon, c'est une phrase d'une grande maladresse. Vous parlez de celle de Nicolas Sarkozy. Bon. Humiliante, complètement déplacée, d'autant qu'on est pratiquement certain maintenant que les premières civilisations viennent d'Afrique, donc ils sont rentrés dans l'histoire bien avant nous, si vous voulez, et bien avant même probablement la Mésopotamie. Donc par conséquent, c'est un manque de culture une fois de plus. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'expression de Ségolène Royal. On est dans de la politique. On a même dit elle est complètement mégalo d'aller là-bas.
Peut-être, mais que voulez-vous, la communication politique aujourd'hui, ça prend des formes inattendues. Et c'est vrai que c'est culot, c'est du culot. On dit, bon Dieu, pour qui elle se prend pour dire ça? Mais comme elle traite une question de fond, de rapport entre civilisation, l'histoire, la politique, l'illusion de la modernité, et Dieu sait si on a pillé au nom de la modernité l'Afrique sur toutes les situations depuis 650 ans. Donc Moi, je trouve ça normal. Finalement, écoutez, c'est pas plus polémique que la phrase qui a été dite. Et Je pose une question. Je réfléchis dans ce débat ouais. constant. Ouais. Et donc, par conséquent, la manière dont on a dit oui, elle est complètement déplacée, non. Après tout, je suis assez d'accord. On est dans une logique de communication politique qui est au-delà des bornes raisonnables. Elle a pris, je ne sais pas si c'est conscient ou pas conscient, peu importe. Mais en tout cas, non, quand je dis conscient, on se comprend pas. Bien sûr que c'est conscient. Ouais. Mais je veux dire, est-ce qu'elle a... Vous voulez dire c'est préparé de longue date ou non? Ça je crois que les hommes politiques disent des choses de temps en temps. Voilà. C'est fait, c'est fait. Ne commencez pas à interpréter, on va vous prendre pour un journaliste. Mieux vaut cette phrase. Mais vous permettez, d'abord, les journalistes n'ont pas le monopole d'interprétation. Deux, ils ont raison de temps en temps d'interpréter. Trois, ce que j'ai simplement dit, je n'aime pas la logique qui consiste à passer son temps à faire la stratégie du soupçon sur les acteurs politiques. Bon, alors, pas de soupçon en l'occurrence. Éric Zemmour, moi, il y a une chose que je voudrais vous poser. Bernard Kouchner a condamné plus ou moins les propos de Ségolène Royal, puisqu'il est dans le gouvernement de Sarkozy. Par contre, il a parlé, comme exactement à l'instant Dominique Volton, d'une phrase maladroite prononcée par Nicolas Sarkozy, la fameuse phrase sur laquelle vous m'avez reprise tout à l'heure. Question, c'est une première fêlure entre Bernard Kouchner et Nicolas Sarkozy, ou c'est le grand écart pour Bernard Kouchner? Non, moi je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense qu'effectivement, d'abord, et c'est surtout, alors là encore, je vais me faire tancer par Dominique Volton, c'est que celui qui a écrit le texte, c'est Henri Guénaud, et Bernard Kouchner et Henri Guénaud ne sont pas vraiment sur la même ligne, on dira. En revanche, sur le fond, moi, je suis pas scandalisé, parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire? On apprend ça aux enfants en 6e. L'histoire, c'est l'écriture. On rentre dans l'histoire à partir du moment où on a l'écriture. Avant, on est dans la préhistoire. C'est les cours d'histoire de 6e. Or, l'histoire, l'écriture. Oui, non, mais attendez, Dominique Volton, excusez-moi, c'est que la préhistoire, c'est avant l'écriture. C'est une, il faut changer les programmes qu'on en prend. Si vous voulez bien, au lieu de vous disputer sur un fait, disons qu'il y a deux écoles. Mais pendant longtemps, on a considéré qu'on disait préhistoire pour ce qui était sans écriture. Ben oui. Alors on va laisser finir Éric Zemmour. Donc, à part l'Égypte, puisque l'écriture vient de la Mésopotamie et passe ensuite par l'Égypte, etc., l'Afrique est rentrée très tardivement dans l'histoire, puisque c'est l'Europe qui lui a apporté l'écriture au XIXe siècle. Que ça plaise ou non. Mais il faut prendre Zemmour comme falsificateur de l'histoire, c'est exceptionnel. Il sait tout remarquer. Il sait pas tout. Et il y a d'ailleurs un écrivain africain. Il donne une définition de l'histoire. Quelle est l'écriture? Je n'ai jamais vue. Jamais. Il faut lire alors. Je m'excuse, moi j'appartiens à une voie de recherche. Alors excusez-moi, vous avez raison. c'est dans tous les cours d'histoire. Je vous dis pour les enfants. Éric Zemmour, est-ce que je peux vous appeler? L'histoire, c'est lié à l'écriture. Mais pas du tout. Non, c'est pas une Mais c'est n'importe quoi. Alors, on va laisser. On va laisser Éric Zemmour terminer, et ensuite Anastasie. Les sociétés sont en train de Dominique, depuis des est-ce que vous voulez, on ne va pas vous entendre. Sans écriture écrite. Vous savez que si vous parlez en même temps, et qui que ce soit qui parle, et qui que ce soit qui ait raison, on ne vous entendra pas. Bon, alors, Éric Zemmour dit, l'histoire, c'est l'écriture. C'est son droit, même si vous ne le partagez pas. C'est pas moi, c'est pas mon droit. C'est votre droit aussi. Allez, vite. D'accord. Il y avait d'ailleurs un écrivain africain qui s'est amusé à trouver une source du discours de Guénaud dans un vieux texte magnifique d'ailleurs de Victor Hugo, disant justement l'Afrique n'a pas d'histoire, et tout le texte était tout à fait corroboré par le texte de Guénaud, et d'ailleurs l'écrivain africain se moquait de Guénaud en disant qu'il avait plagié Victor Hugo. Ah, donc on a des modèles moins glorieux. Et je finis pour Ségolène Royal. Je pense évidemment qu'il y a des considérations tactiques, c'est-à-dire qu'elle veut elle baisse dans ses sondages, donc il faut qu'elle remonte et il faut qu'elle s'impose au PS comme elle a fait en 2007, puisqu'elle n'a pas l'appareil. Mais Dominique Volton va dire que c'est la stratégie du soupçon. Non, c'est pas ça. On va le laisser finir. Une interprétation microscopique comme ça. Il nous reste 9 minutes d'émission, Dominique Volton. La tactique, ça existe, Volton. Il n'y a que ça chez vous. Stop. Faudrait savoir. S'il vous plaît. Ne m'obligez pas à ressembler à un professeur grincheux qui vous demande de vous taire. Ce n'est pas possible, il nous reste 8 minutes d'émission. Donc, on va laisser Anastasie Tudièche, qui depuis le début fait preuve d'une sérénité à toute épreuve. Je lui envie cette sérénité. Moi, j'ai envie de demander à Anastasie. On parle beaucoup de la France, des réactions en France, on voit comme c'est passionné entre eux ici. Et les Africains, comment ils ont pris cette phrase de Ségolène Royal? Alors, selon qu'on est sur le continent ou en France, les réactions diffèrent quelque peu. Sur le continent,
certains journalistes ont salué Ségolène Royal d'un cher compatriote. Bon, il s'est même trouvé un ancien ministre de la Culture, pour saluer son geste et estimer qu'elle a lavé l'affront fait par Nicolas Sarkozy. Cela dit, la majorité du peuple sénégalais est plutôt préoccupée par les réalités politiques et sociales locales et par la par Abdoulaye Wade, le président, qui est soupçonné de vouloir passer le pouvoir à son fils Karim. Voilà, donc c'est plus les réactions sont dans le peuple en tout cas plutôt indifférentes, plutôt calmes. Bon. Les Africains de France, je termine avec eux, sont beaucoup plus scandalisés, beaucoup plus virulents quant à l'attitude de Ségolène Royal. Ah bon? Ils estiment qu'elle est restée très silencieuse quand il y a eu cette proposition de loi sur les bienfaits de la colonisation, on l'a pas entendu. Quand la gauche a mené une politique qui n'était pas plus enviable que celle de la droite, elle n'était pas là non plus. Ils estiment qu'elle n'existe pas politiquement en France et que donc elle a besoin d'exister par Afrique interposée et ne se laisse absolument pas avoir par cette espèce de démonstration donc deux sentiments différents selon qu'on soit de ce côté-ci ou de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, il nous reste 8 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle de l'élection de Bouteflika? En 8 minutes, ça veut dire chacun 2 minutes, pour être clair. Alors je me dépêche. Je rappelle les chiffres, 74% de participation, d'après les chiffres officiels, et un peu plus de 90% de vote pour Abdelaziz Bouteflika. La présidentielle algérienne a tenu toutes ses promesses. Nadir Djenad, on peut résumer ça ainsi. Circuler, il n'y a rien à voir. Quelle formule. C'est un peu ça quand même, non? Écoutez, cela dépend de quel point de vue on se place. Par exemple, pour l'opposition, c'est clair que c'est une farce électorale, qu'il y a eu bourrage des urnes. Mais en même temps, pour les partisans d'Abdelaziz Bouteflika, c'est clair que c'est une victoire. Ouais. Moi, écoutez, je suis mal placé pour dire s'il y a eu fraude ou pas. Je vis en France, j'étais pas en Algérie, donc c'est très difficile à répondre. Vous êtes un bon journaliste selon la définition. Je ne sais pas si je suis un bon journaliste. Mais ce que je préfère m'intéresser à l'avenir en fait, aux défis qui attendent Abdelaziz Bouteflika. Il a été bien élu. Voilà, il faut prendre acte de cela. Maintenant, à lui de mettre en œuvre ce qu'il a promis. On sait très bien que l'Algérie, il y a un paradoxe en Algérie, c'est un pays riche, mais en même temps, il y a une population pauvre. Voilà, il y a une population très pauvre. Il y a un très fort taux de chômage. Il y a une jeunesse. Enfin, c'est son 3e mandat dans les 2 premiers. Est-ce qu'il a beaucoup changé ces choses-là? C'est une jeunesse désenchantée. Maintenant, à lui de répondre aux aspirations de la population. Et l'autre défi, c'est la démocratisation, une plus grande démocratisation. Faire place, je veux dire que les partis politiques aient plus de place en Algérie. C'est l'ouverture, par exemple, de l'accès aux médias. On a vu durant cette campagne électorale que dans les passages à la télévision publique, on ne voyait que le candidat Bouteflika. L'opposition a eu très peu accès aux médias. Donc là aussi, il y a un énorme défi concernant la démocratisation. Et l'essentiel, le défi le plus important pour moi est le défi socio-économique. Anastasie, il a 72 ans, Bouteflika. Il va peut-être avoir un petit peu de mal à représenter l'avenir, tout court, politique ou pas, pour beaucoup d'Algériens, quand on sait que 30% de la population d'Algérie a moins de 15 ans. C'est pas un problème. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, même s'il a été bien élu, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Nadir, que ce pays ne propose aucun avenir politique à sa population? Après Bouteflika, quoi? Est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que on a l'impression que c'est les gars, on vous donne Bouteflika, vous gardez Bouteflika et c'est encore Bouteflika. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Non, il est bon, il est là, il a été bien élu, pour reprendre ce que Nadir a dit. C'est pas des faux culs, quand même. Non, pas du tout, mais effectivement, on peut rêver plus sémillant comme image de la jeunesse, on peut rêver plus représentatif que lui, mais à travers moi cette élection, ce que j'ai envie de regarder, c'est le positif. C'est effectivement cette jeunesse de la population qui fait que, par définition, elle ne se laissera pas enfermer. En tout cas, pas éternellement, et pas uniquement par l'immigration, clandestine. C'est quand même ce pays, l'Algérie, est un pays qui a réglé ses dettes. Et pour un pays d'Afrique, ce n'est pas un détail. C'est un pays qui dispose quand même de 140 millions d'euros de dollars de réserve. Ce n'est pas un détail non plus. Donc il y a quand
même, pour moi, des raisons d'espérer. J'ai été frappée, moi, par la figure de Louisa Hanoun. Du Parti des Travailleurs. Du Parti des Travailleurs. Femme incroyable. Femme trotskiste, algérienne. Belle, intelligente. Belle, intelligente, une oratrice hors pair et qui se serait bat. deuxième, loin derrière Bouteflika, mais qui arrivera en deuxième et qui se bat depuis l'indépendance de ce pays pour C'est la seule exister femme dans le politiquement. Marat qui s'est présentée Et elle est dans l'élection. considérée par, aussi bien par le numéro 2 du Front islamique du Salut, que par d'autres hommes politiques comme le seul opposant à Abdelaziz Bouteflika. Donc, Alors, voilà, je sais pas. Dominique, on me Oui, souffle dans bien sûr. l'oreillette qu'il faut les... Faisons un rêve. Elle sera le prochain président de la République algérienne. Et ce serait formidable. Après tout, il y a Oui, Obama. pourquoi Mais pourquoi pas? Il y a eu Obama aux États-Unis, un noir. Il peut bien y avoir une femme. Bon, alors, Le trois mur choses de à toute Berlin est vitesse. tombé, c'est sûr que... Exactement. L'avantage On ne énorme va de pas l'histoire. interpréter l'avenir, Non. bien que journaliste. Mais il n'est pas interdit de penser, vous savez. Deux choses. Trois. La première, c'est le divorce extraordinaire en Algérie entre ce système caricatural autoritaire qu'on verrait mieux dans une dictature latino-américaine qu'en Algérie. Je peux me permettre une petite anecdote? Oui. Moi, on m'a raconté une histoire qui est très drôle. On m'a dit, tous les États de la planète ont une armée, il n'y a qu'un seul pays où c'est l'armée qui a un État, c'est l'Algérie. Je la connaissais pas, oui. Mais c'est vache, si vous voulez, parce que ce qui me frappe, c'est le divorce entre une société civile extrêmement intelligente, sophistiquée, cultivée, avec une presse qui est quand même beaucoup plus libre qu'on le voit ailleurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de liberté démocratique. Bien sûr, en formidable. Algérie. Il y a une vraie La presse, Tunisie, il y a des partis le Maghreb, c'est politiques. formidable. Écoutez, les trois pays sont complètement différents. Et à chaque fois, il y a un jeu compliqué entre la démocratie, la politique, l'autoritarisme, Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. En tous les cas, dans les trois, il y a une société civile extrêmement intelligente, des gens sophistiqués, plus ou moins de liberté de la presse, mais là, il y en a beaucoup en Algérie. Et cette espèce de jeu caricatural du politique, bon, alors, ce qui Comme si la superstructure couvrait tout le donc, reste. si vous voulez, quoi. c'est pour ça qu'on peut surtout pas faire des comparaisons avec l'Amérique latine. Il y a une spécificité pour l'instant de ce Maghreb et notamment de l'Algérie, qui est évidemment une tragédie par rapport à l'histoire démocratique antérieure. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gâchis, parce que c'est quand même un gâchis, ouvre quand même des responsabilités écrasantes pour Bouteflika. Qu'il soit vieux, c'est pas grave. Il pourrait être vieux et dire à la jeunesse, vous êtes formidable. Mais il le dit pas, hélas. Voilà. Il dit pas, et quand on voit les Chinois qui envahissent l'Algérie, il y a quelque chose qui va pas non plus Il parce faut pas que être atteint de chacun jeunisme, a mais on ses peut dire qu'il ne immigrés. représente pas vraiment l'avenir. Chacun a ses enfin, non. immigrés. Oui, je suis d'accord. Mais pour lui, et vous l'avez dit vous-même, c'est son troisième mandat. Donc il pourra pas continuer à dire gna 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 gna. Mais ce qu'il n'a pas fait dans les deux premiers, Voilà, il est là on au peut pied se de, demander est-ce qu'il va il le est là faire au pied pour de le toutes les troisième. responsabilités. Et moi, j'ai envie de dire, nous, la puissance, ex-puissance coloniale, on n'a pas intérêt à regarder l'Algérie, et c'est ma dernière chose, Avec arrogance. avec un peu de mépris et d'arrogance, parce que ce sont vraiment nos cousins. C'est l'histoire d'amour entre la France et l'Algérie, elle est immense, énorme. Il y a du retard à rattraper, et nous avons, nous, des responsabilités des Français là-dedans, dans ce retard. Et de cette façon, c'est un immense peuple, une immense culture, et donc par conséquent, ok, ça marche pas. Il faut aider pour que les forces démocratiques émergent. Et si une femme peut être On pourrait avoir un débat président comment de la aider, République, si c'est tant est ce qu'on puisse. oui, Éric Zemmour, faut pour... régler les comptes de l'histoire. Ouais, faut régler les Éric comptes de Zemmour va être l'histoire. le dernier à s'exprimer, j'en suis désolé, non pas que ce soit le dernier, mais qu'on ne puisse pas continuer le débat parce qu'on a presque plus de temps. Non, mais j'ai Éric pas. Zemmour. Ce serait trop long. Ouais, ouais. C'est évidemment. Moi, je suis d'accord sur un point. Il y a un décalage entre une société civile, dirait-on, en France, assez vivante, pleine d'ironie, d'humour et qui est en décalage tout le temps, et avec une société politique complètement Le bloquée. fossé Me semble. Alors, Même chose en Tunisie. Mais ça peut en être revanche, grave. même chose en Tunisie. Ouais, mais ça peut être très Deuxième grave. chose, Pour une société, mais bien ça sûr, peut être mais très évidemment, grave évidemment, mais d'avoir un c'est fossé entre ses c'est représentants un classique politiques. algérien. C'est un vieux classique algérien. Historiquement. Deuxièmement, simplement, là où je ne partagerai pas cet optimisme, je pense que comme toutes les sociétés arabes d'aujourd'hui, dans la population sont travaillées par un islamisme identitaire très Il y puissant, a un ferment. très puissant, et que Bouteflika a dissimulé en donnant au maximum dans la vie de tous les jours des armes aux islamistes pour qu'ils organisent la vie des gens et pour garder le pouvoir politique. Une espèce de partage des rôles qui d'ailleurs il y a d'autres pays, en Turquie c'est un peu comme ça aussi, etc. Bon, non, mais on je veux va dire par là pas que dans la prendre vie de tous les jours... Éric Zemmour, vous savez qu'on est hors Non, mais antenne. vous avez là, raison. déjà. Mais dans la vie de On tous va les laisser jours, finir Éric l'islamisation est rampante, alors que le pouvoir politique garde une couverture, Pour garder, une couverture pour- laïque. Voilà. C'est Pour tout. laisser le couvercle un petit peu. Bon, on ne dit pas qu'on aura fait le tour de la question, on ne le fait jamais, surtout ici. On est content que vous soyez avec nous, on espère que vous serez encore là, non pas la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas d'hebdo exceptionnellement à cause des vacances de Pâques. On se retrouve, si je ne me trompe, le 24 avril ou le